La Péroni ne soit pas là ce soir parce que soit je serais resté chez moi, soit je serais venu l'écouter. Bon, là, donc moi je ne vais pas le remplacer, je ne vais pas faire l'intervention qu'il aurait pu faire parce que Didier Lapéroni est un sociologue de très grande qualité qui travaille sur des questions très particulières. Les jeunes des cités, la question du ghetto comme forme d'organisation sociale et non pas comme espace, comme territoire. Donc là, moi, j'ai eu 5-10 minutes pour me décider, pour savoir si j'intervenais ce soir ou pas. J'ai dit oui en essayant de voir les questions que je pourrais poser, les pistes que je pourrais proposer si je devais prendre au sérieux l'intitulé de cette rencontre, à savoir les classes populaires et la ville. Et je me suis poser 4 grandes questions. Je vous pose 4 grandes idées introductives que je vais développer les unes à la suite des autres. Alors, je viens de repérer 2-3 bugs dans l'enchaînement, donc j'espère que ça ne se verra pas trop, que vous ne voudrez pas trop. Donc, ces 4 questions sont les suivantes. D'abord, on parle de classe populaire dans la ville, et une première façon de se poser la question est de savoir mais, qu'est-ce qu'un quartier populaire ? Si on parle du populaire et de la ville, la notion qui vient, l'idée qui vient, l'expérience qu'on a de la ville, en lien avec cette notion-là, c'est celle de quartier populaire. Alors, qu'est-ce qu'un quartier populaire ? Deuxième question, c'est où est le peuple, où est le populaire dans la ville, où doit-il être ? Et dans l'histoire des villes, dans l'histoire de France, il y a eu un certain nombre de grands débats, de grandes questions qui ont essayé de répondre, de grandes analyses qui ont tenté de répondre à ces questions-là. Et troisième grande question, est-ce que l'émergence du populaire dans la ville ou la gestion du populaire dans la ville, est-ce que c'est la gestion des classes laborieuses ou celle des classes dangereuses ? C'est un grand classique de la sociologie urbaine, mais je vous en dirai un mot. Je ne voudrais pas que ça fasse trop court non plus, trop court de fac. Et enfin, dernière question, un peu peut-être plus d'actualité en ces temps de développement durable, c'est la ville durable. Est-elle populaire ? Est-elle équitable ? Et si oui, à quelles conditions ? Alors, première question, qu'est-ce qu'un quartier populaire ? Si on interroge les gens dans la rue, je ne sais pas ce qu'ils répondraient, mais il y a des quartiers, à Paris, qu'on désigne comme des quartiers populaires. Belleville, Barbès sont estampillés quartiers populaires. Quand on regarde la population qui y réside, on se rend compte que ce sont des quartiers qu'on dit gentrifiés, dont la population ouvrière d'origine est devenue minoritaire et remplacée selon des processus que les étudiants qui sont ici ont dû apprendre en cours, qui voient l'arrivée de catégories un peu marginales, artistiques, qui ouvrent la voie aux classes moyennes, qui conduisent au renchérissement des loyers, à la transformation des commerces, et finalement accompagnent le départ des catégories populaires qui soit trouvent le niveau de vie trop cher, soit ne sont plus remplacés par d'autres catégories populaires. Donc, le quartier populaire historique n'est pas si populaire que ça. Alors, on va dire, le quartier populaire, c'est le grand ensemble, les cités. Or, on a du mal à les penser, à les évoquer comme des quartiers populaires. Certains l'ont tenté, mais c'était plus pour pousser à leur reconnaissance en tant que quartier populaire et avoir des politiques adaptées, des politiques de peuplement, des politiques d'accompagnement social adaptées, que par démonstration sociologique, il s'agissait bien là de quartiers populaires. Et d'ailleurs, quand on les décrit parfois comme des quartiers ghettos, c'est bien par décalage, par démarquage, avec cette idée de quartier populaire qui serait le vieux quartier historique, comme si finalement il leur manquait quelque chose pour être des quartiers populaires, peut-être, alors, interrogation, le fait d'être populeux, c'est-à-dire qu'il y ait du monde dans la rue, qu'il y ait différents motifs de présence. Or, les grands ensembles sont plutôt monofonctionnels, et même s'ils sont pluriethniques, on a tendance à les voir renfermés sur leur organisation sociale. Je vous renvoie aux analyses de Didier Lapéroni. Alors, certains diront, en France, on ne peut pas parler de ghetto, dans le sens où ce sont des quartiers très administrés, où l'État est présent et où ils sont multiethniques, à la différence des ghettos américains qui sont le témoignage à la fois
de l'abandon ou de l'absence d'intervention de la puissance publique et qui étaient des quartiers monoethniques ou dans lesquels habitaient principalement les Noirs américains jusqu'aux années d'immigration récente. Alors, face à cette opposition quartier populaire, gentrifié, quartier de grand ensemble ghetto, on peut aussi se dire, aujourd'hui, le populaire dans la ville, dans les métropoles, se répartit selon une logique complètement diffractée. Alors, pas complètement au hasard, et on a certains chercheurs qui ont parlé de la dualisation des métropoles, d'autres qui ont essayé de montrer qu'il y avait des phénomènes peut-être plus particuliers, et je pense notamment à ce qu'a pu écrire Jacques Donzelot, un sociologue français, je dis ça pour les non-étudiants, qui lui parle de ville à trois vitesses. Il dit, bien aujourd'hui, la ville... elle peut se décrire comme la ville de la relégation, c'est-à-dire la ville où on renvoie, où se retrouvent reléguées les catégories populaires, la ville de la gentrification, c'est-à-dire la ville où habitaient ces catégories populaires et qui aujourd'hui est occupée par des classes moyennes ou supérieures, et la ville de la périurbanisation, c'est-à-dire celle qui relève en partie du choix, ce n'est pas un espace que de relégation, qui n'est pas celui des classes supérieures, mais qui est l'espace des petites classes moyennes. Alors, face à cette analyse-là, certains, aujourd'hui, vont un peu plus loin. Je pense notamment à Christophe Guilluy, qui dit, mais l'espace périurbain est le nouvel espace populaire. Mais, en faisant ça, il a tendance à cliver l'analyse sociologique qu'il fait du populaire, parce qu'il y aurait le vrai populaire qui serait finalement les ménages de petits moyens, comme les désignent d'autres sociologues, Olivier Mascret notamment, qui seraient finalement français, blancs ou autochtones ou de souche, des immigrés ou leurs descendants, qui eux ne seraient pas le peuple populaire. Donc il y a quand même une difficulté, même parmi les sociologues, à penser le quartier populaire ou les espaces populaires urbains aujourd'hui. Donc, piste de réflexion que je vous livre comme ça, sans trancher. Alors, la question, où est le peuple dans la ville? Où doit-il être? Ça n'est pas une question nouvelle, une question récente en Europe et en France en particulier. Alors, on cite souvent une phrase qui est attribuée à François Miron, qui était le prévôt des marchands d'Henri IV, et dont on fait le précurseur des politiques de mixité sociale, et qui disait en substance il ne faut pas que les petits soient d'un côté et les gros et dodus de l'autre, c'est beaucoup et plus sûrement mélangé. Alors, il y a simplement un petit malentendu historique sur la signification de cette phrase, parce que ce qui inquiétait François Miron, ça n'était pas la séparation des bourgeois et des ouvriers. D'ailleurs, la séparation bourgeois-ouvrier était peu évidente du temps d'Henri IV, mais elle commençait à se former. Non, ce qui l'inquiétait, c'était le risque d'émeutes, de sédition, de troubles, d'humeur dans Paris, qui était la ville du roi. Et pour François Miron, il fallait... L'idée que ce soit mélangé, c'est qu'il n'y ait pas des quartiers d'ouvriers, qu'il y ait quelques ouvriers, quelques artisans dans des quartiers de marchands et de bourgeois, et que si le roi voulait installer des ouvriers dans la ville, eh bien, il n'avait qu'à le faire dans les villes nouvelles, les villes franches qui se créaient ailleurs en France. Et donc, l'idée qu'il y ait un équilibre à trouver entre des populations de statut de qualifications différentes dans la ville était déjà présente et avec déjà cette ambiguïté-là. Pourquoi mélanger le riche et le pauvre, le bourgeois, le commerçant et l'artisan? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, Henri IV avait fait s'installer dans le Louvre des ouvriers pour faire en sorte que les travaux aillent plus vite. Parce que s'ils habitaient trop loin du Louvre, eh bien, ils mettaient du temps à venir et les travaux n'avançaient pas. Et vous verrez que c'est une question qu'on retrouve aujourd'hui au cœur des politiques métropolitaines.
Et le débat, François Miron, Henri IV, enfin c'était pas François Miron, Henri IV, François Miron et Sully, venait du fait qu'il était question d'installer des soieries dans Paris pour éviter d'importer de la soie de l'étranger. Et si on installait des soieries, il fallait qu'il y ait des ouvriers. Et s'il y avait des ouvriers, il fallait bien les loger quelque part. Donc, premier temps de ce débat français sur la place du peuple, mais on ne l'appelle pas encore comme ça, dans la ville. Alors, la question de l'habitat ouvrier, on reviendra tout à l'heure sur peuple ou ouvrier, elle se pose traditionnellement, enfin dans l'historiographie officielle, avec l'osmanisation. En fait, on peut la placer un petit peu avant. Au moment où, des débuts de l'industrialisation, où la machine prend de l'importance, elle quitte la maison Louis-Philippe pour aller s'installer dans les faubourgs. Et c'est ce moment-là qui prélude à l'osmanisation. Et donc, la machine allant s'installer dans les faubourgs, il n'est plus nécessaire que les ouvriers habitent dans la même maison que le maître. Et l'osmanisation va venir après comme forme d'organisation sociale et spatiale de la capitale. Alors, on peut la lire de différentes manières. Certains historiens la lisent comme une éviction des ouvriers et artisans du cœur de Paris, ils sont rejetés vers les faubourgs. D'autres disent que ça a mis beaucoup plus de temps que ça. D'autres disent, mais finalement, il y avait une forme de mixité sociale dans la ville, puisque les étages supérieurs étaient dévolus aux catégories les moins aisées, et la domesticité au 6e étage, dans les chambres de bonne. Là aussi, je laisse le débat ouvert. Mais malgré tout, disons, de cette période-là jusqu'aux années 60, la plupart des analystes de Engels à Holbach dans l'entre-deux-guerres, jusqu'aux sociologues qui travaillent sur la rénovation urbaine des années 60, on analyse la transformation de la ville sur elle-même comme un mécanisme par lequel on renchérit la valeur des biens immobiliers qui conduit à l'éviction des populations les moins aisées, à l'éviction du peuple, et son remplacement par des catégories supérieures. Alors, c'est probablement plus complexe que ça. Malgré tout, si on doit reprendre cette catégorie du populaire, le peuple apparaît bien dans la ville comme acteur politique, comme acteur historique, au XIXe siècle. C'est le grand héros, c'est le sujet de l'histoire de Michelet. Michelet, qui écrit son histoire de France, introduit un nouveau personnage qu'il n'y avait pas dans les chroniques écrites par ses prédécesseurs, c'est le peuple acteur de l'histoire. Et Victor Hugo, dans la littérature, fera de même. Et donc, à ces mécanismes socio-économiques de répartition des populations, vient s'ajouter une vision politique du contrôle du peuple, et c'est donc ma troisième question, ma troisième entrée. Est-ce que la question des classes populaires dans la ville, c'est la question des classes laborieuses, des ouvriers des soieries de François Miron, ou est-ce que c'est la question des classes dangereuses ? Et c'est une question qui va animer toute la fin du XIXe siècle. On dit que l'osmanisation avait pour motif la possibilité d'avoir la troupe présente assez rapidement au cœur de la capitale, de pouvoir tirer au canon dans les artères parisiennes. On sait que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais malgré tout, il y a toujours cette crainte, donc qui n'apparaît pas au XIXe siècle, bien entendu, mais qui devient extrêmement présente, de la révolte, et le gros moment où, en 1848, la troupe tire sur le peuple, en tout cas c'est comme ça que c'est formulé, est un moment clé. Mais l'autre, on va dire que apparaît une relative, à la fois une confusion, une distinction entre classe laborieuse, c'est-à-dire les ouvriers, et alors ce qu'on va qualifier dans la sociologie allemande, chez les marxistes, comme le Lumpenprolétariat, ce qu'une histoire des cultures, des mentalités identifiera en France au début du XXe siècle comme les Apaches, c'est-à-dire des catégories d'urbains issus des classes populaires qui constituent une menace pour le bourgeois, l'habitant du bourg, qui est devenu dépositaire d'un certain type de revenus et de patrimoine. Et donc toute une partie des politiques
de contrôle de l'espace urbain vont être désormais destinés d'une part à stabiliser et à encadrer les classes laborieuses, et les politiques d'habitat social ont pour objectif d'éviter que l'ouvrier aille boire, ait des mauvaises fréquentations et finalement sabote par son absence répétée la production. Et de l'autre côté, le contrôle policier de ces nouvelles classes dangereuses, c'est les Apaches. Alors, les Apaches, donc tout le monde connaît ça avec le film Casque d'Or, donc avec Sergio Reggiani et Simone Signoret. Donc c'était des jeunes hommes qui avaient des casquettes, qui méprisaient les puritains. Les puritains, c'est ceux qui étaient dans la purée, dans le travail, dans le labeur, et qui vivaient de petites rapines, d'arrangements, etc. Et donc toute une partie de l'activité policière au début du XXe siècle va être le contrôle de ces classes dangereuses. Et cette idée que l'urbanisme doit servir à surveiller la ville est quelque chose qu'on va voir apparaître de façon récurrente dans un certain nombre d'analyses critiques de la ville, y compris après la Seconde Guerre mondiale, après la mise en œuvre du programme moderne, et notamment avec les premiers grands ensembles. Si vous vous intéressez à la question, vous pourrez trouver un numéro de la revue Information sociale, qui était la revue de la Caisse nationale d'allocation familiale, qui date de 1963, et qui décrit des jeunes hommes, qui sont en bas des cages d'escalier, qui n'ont pas l'air de faire grand-chose, qui tiennent de longs conciliabules, plus ou moins silencieux, et de temps en temps, il y en a un qui s'écarte pour esquisser quelques pas de twist. 30 ans après, on aurait pu écrire quelques pas de hip-hop. Et il y a une interview ou un texte d'Henri Lefebvre, donc philosophe français, sociologue de l'urbain, qui dit un ordre nauséabond règne sur la ville radieuse. Et le grand ensemble est à la fois l'espace où vont se retrouver ensemble les ouvriers masses des grandes villes, plus tard les immigrés, des employés et une partie de la population qui accédera ensuite aux classes moyennes. Et c'est aussi un espace où on voit émerger de nouvelles catégories populaires plus ou moins dangereuses, et notamment les blousons noirs. Et au début des années 60, la découverte simultanée avec une iconographie qui va ensemble, mais on n'associe pas nécessairement les deux, des grands ensembles et des blousons noirs, désigne une modernité complètement inédite pour la ville en France. Et je fais des grands sauts dans l'histoire. Il me reste 11 minutes. Je fais des grands sauts d'histoire. Cette jeunesse des grands ensembles, dont on dira au début des années 80 qu'elle a l'âge des grands ensembles, eh bien, elle fédère, elle structure un certain nombre de représentations, voire de clichés, de stéréotypes sur ces quartiers dont on ne sait plus très bien s'ils sont populaires ou pas à ce moment-là. Et j'ai souvenir d'un texte d'un des premiers, enfin pas des premiers, mais il y a une vingtaine d'années, d'un chercheur qui travaillait sur la politique de la ville, Philippe Estèbe, qui avait écrit un spectre entre la politique de la ville, un peu comme le début du manifeste du Parti communiste, et ce spectre, c'est la jeunesse. En réalité, on parle de politique urbaine, on parlera plus tard de rénovation urbaine, on parlera de développement social, on parlera d'emploi, mais en réalité, ce qui inquiète et ce qui motive et ce qui scande les grandes étapes de la politique de la ville, c'est avant tout des émeutes provoquées par des jeunes des cités, jeunes issus de l'immigration, jeunes des minorités. On va ensuite les qualifier de façon parfois arbitraire, parfois justifiée, en tentant d'expliquer par des caractéristiques spécifiques les raisons de leur colère. Je fais une petite digression
à propos des grands ensembles et de la façon dont on pense leur manière de participer au contrôle de ces catégories populaires-là, en introduisant une notion qui va être au cœur des politiques de sécurité et dont la réception, qui ne vient pas de France, mais dont la réception a été ambiguë. C'est la notion de broken windows. Je m'écarte un petit peu du populaire, mais vous allez voir pourquoi je vais revenir. La notion de broken windows, les fenêtres cassées, ou broken window. Qu'est-ce que c'est que cette notion de broken window? C'est une notion qui provient de travaux réalisés à la fin des années 60 aux États-Unis, qui va être au principe d'un certain nombre de politiques de sécurité et qui consiste qui part du constat, ou du constat partiellement documenté, que quand une vitre est cassée dans un lieu, eh bien, il est assez prévisible que ce lieu va être ensuite dégradé par d'autres personnes qui, voyant que la vitre est cassée, vont relâcher leurs références normatives, leur bonne éducation, leur bon comportement, et vont peut-être laisser des ordures ou vont considérer que c'est un espace contrôlé et ça favoriserait la délinquance. Or là, pourquoi j'en parle? Parce qu'il me semble qu'il y a eu 2 lectures en France de cette notion de broken window. Une lecture, à mon sens, qui était erronée par rapport à la notion américaine, mais qui était assez féconde, et une autre, beaucoup plus proche de la lecture initiale, et qui est au principe d'un certain nombre de politiques de sécurité aujourd'hui dans les quartiers populaires. La première lecture, c'est ce qui a été à l'origine de la création de médiateurs, notamment ou de correspondants de nuit, organisés par des régies de quartier, c'est-à-dire des collectifs associatifs qui regroupaient des bailleurs, la municipalité, des associations d'habitants, et qui consistaient à dire, voilà, il faut réparer la vitre, sans quoi l'espace va se dégrader, et donc il faut manifester une présence publique, alors public au sens État ou public au sens le collectif des habitants, pour éviter que cet espace se dégrade et se déqualifie. En réalité, quand on lit les textes initiaux sur le broken window, l'idée était il faut envoyer un signal à celui qui a brisé la vitre ou à ceux qui seraient tentés de le faire pour leur rappeler que cet espace est un espace normé et contrôlé. Et donc l'idée, c'est d'arrêter de sanctionner celui qui casse la vitre, et maintenant que chacun est averti, chacun doit prendre ses responsabilités. Donc on est sur un logiciel beaucoup plus libéral de responsabilité individuelle. Et donc cette lecture-là, qui n'a pas été celle de la réception française du broken window, est celle qui va être mobilisée dans un second temps avec la criminalisation de tout ce qu'on appelait les incivilités. Donc, dans le mode de gestion des catégories, des classes dangereuses, il y a eu finalement 2 grandes approches qui se sont un peu emmêlées et pour lesquelles aujourd'hui on en a une, en tout cas jusqu'à il y a quelques semaines, qui était devenue dominante. Je passe donc à... j'ai dû sauter 2-3 choses, oui, effectivement, mais bon, je reviendrai peut-être dessus après si j'ai le temps. La dernière question que je vais poser, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de ville, on parle d'écologie, on parle d'environnement, on parle de développement durable. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette ville durable, qui est supposée avoir 3 piliers, un pilier environnemental, un pilier économique, un pilier social, quelle place elle fait aux populaires, aux catégories populaires? C'est une place qui est extrêmement problématique, parce que si on suit les environnementalistes ou les spécialistes des questions d'énergie, on va dire la ville durable, c'est la ville dense, et à l'image des centres-villes. Or, c'est une ville qui, aujourd'hui, est difficile d'accès, qui est chère, qui risque, donc si elle est plus vertueuse que les autres,
risque d'attirer ceux qui ont les moyens de s'y installer, en tout cas de créer une concurrence dans l'accès à ces quartiers-là, et renvoyer les autres vers la périphérie. On peut le dire différemment, ceux qui vont être dans la périphérie vont se retrouver pénalisés. Et c'est un petit peu les craintes qu'il y a eu au moment de la taxe carbone. On s'est dit, mais les ménages populaires qui se sont installés dans le périurbain pour disposer d'un espace plus important qu'il y aurait en centre-ville, donc qui ont des grands espaces, qui sont coûteux à chauffer, qui sont dépendants de la voiture, ils vont se trouver doublement pénalisés si on renchérit artificiellement ou par le simple fait de l'augmentation du prix de l'énergie, eh bien, le coût de leur vie quotidienne. On peut voir l'autre aporie, l'autre contradiction sociale de la ville durable en disant mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on a de la ville dense en France ? Et là, vous avez, c'est un article qui va paraître bientôt d'Olivier Piéron qui dit mais les villes françaises les plus denses n'ont pu maintenir leur densité qu'au prix d'un certain surpeuplement qui a été essentiellement le fait des immigrés. Et c'est grâce aux immigrés qu'on a la ville dense aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait si on prétend défendre la ville durable face à ce genre de constat ? Là aussi, donc, c'est une question que je vous livre. Peut-être que la question est mal posée, je ne sais pas. En tout cas, certains la posent de cette façon-là. Et je terminerai... Ah oui, alors, autre manière de poser la question, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que la croissance des métropoles et la concurrence d'accès vers le centre-ville, y compris dans des villes qui n'avaient pas de tradition de centre bourgeois comme la France, qui avait plutôt des inner cities au centre et des quartiers bourgeois périphériques, aujourd'hui sont confrontés à ce retour vers le centre des catégories les plus aisées, et au point qu'on est obligé de mettre en place des politiques en faveur du logement ce que les Anglais appellent les key workers, les travailleurs clés, qui ne sont pas les ouvriers ou employés les moins qualifiés, si on devait réduire le populaire à ces catégories-là, mais qui sont malgré tout des employés, des administrations, des services publics. Alors, juste avant de venir, j'ai eu le temps de prendre la liste sur Wikipédia des key workers. Donc, il y a les enseignants et les nursery nurses, les auxiliaires puéricultrices ou les éducatrices des jeunes enfants, les policiers, les gardiens de prison, les agents des services de probation, les travailleurs sociaux, les personnels de la planification urbaine, les pompiers, les personnes travaillant dans les services d'environnement, en fait, donc des catégories qui peuvent avoir des niveaux de qualification variés, qui sont essentiels au fonctionnement urbain, mais qui n'ont plus les moyens de vivre dans la ville. Comment faire la ville durable dans ces conditions ? Et donc je terminerai, j'ai 2 minutes pour conclure. Et oui, donc ce point-là sur les key workers renvoyait donc à la première observation que je faisais sur les ouvriers des squaries d'Henri IV. Hein. Et donc si on observe ce qui s'est passé récemment dans les grands quartiers d'habitat social, dans les quartiers en rénovation urbaine, il y a eu une grande politique nationale de rénovation des quartiers de grands ensembles, des quartiers politiques de la ville, et un certain nombre d'observateurs, de sociologues, moi y compris, avions un peu la crainte que cette politique reprenne finalement les travers de la rénovation urbaine de Paris des années 60, début des années 70, et conduisent à éparpiller les populations les plus démunies, les plus pauvres, encore plus loin dans la périphérie, dans des espaces sans service public, sans rien du tout, sans moyens de transport, et qu'on aboutisse à la gentrification de quartiers qui autrefois étaient un peu périphériques, mais se trouvent beaucoup plus centraux. Or, il semble que ce n'est pas ça qui se soit passé, en tout cas, d'après les premières observations sur un nombre de quartiers limité en rénovation urbaine. On a eu au contraire, plutôt de la contention. C'est-à-dire que les populations qui vivaient dans les immeubles démolis sont plutôt aujourd'hui, mais là il faut prendre des pincettes, hein, on ne peut sans doute pas généraliser, relogées si ce n'est dans les mêmes quartiers, dans la même ville, dans des espaces pas très lointains de là où ils habitaient. Alors, pour quelle raison ? Pas par une soudaine vertu de l'action publique, mais parce que
la force des marchés locaux de l'habitat font que, il n'y avait pas d'offres forcément correspondantes à leurs moyens, parce que la faible application de l'article 55 de la loi SRU, c'est-à-dire les 20% de logements sociaux dans toutes les communes, enfin avec un certain nombre de critères, il ne faut pas se détail, n'est pas très appliquée. Aussi parce que les plans locaux de l'habitat qui devaient organiser ça sont relativement faibles et on a confié aux bailleurs sociaux très souvent le relogement de ces populations-là. Et finalement, on n'a pas eu de... Voilà. C'est pas grave. Ok. On n'a pas eu cette éviction, ces mécanismes qu'on craignait tant. Enfin, à certains endroits, enfin, on l'a constaté quand même, mais ça ne semble pas avoir été la règle. Et finalement, moi, la question que je me pose à partir de cette observation-là, c'est, je disais, finalement, dans les années 60, la rénovation urbaine a consisté à une certaine violence sociale, parce que c'était violent, on démolissait les bâtiments, puis les gens n'avaient qu'à se trouver à se loger dans les périphéries les plus lointaines. Donc il y avait une forme de violence sociale, symbolique et pratique, mais qui se payait en retour de l'accès à une modernité partagée. C'était les grands logements, l'eau courante, les baies vitrées, et la possibilité finalement de partager l'expérience de toute une population. Aujourd'hui, la rénovation urbaine fait sans doute moins violence aux classes populaires et immigrées des quartiers qu'elle avait pour cible, mais en échange, quelle promesse de modernité et quelle ville désirable produit la rénovation urbaine. On a l'impression que la ville de la rénovation urbaine et la ville du développement durable ou des écoquartiers, elles se situent sur des plans différents. Et c'était la dernière interrogation que je voulais vous soumettre avant que vous puissiez discuter en petits groupes. Voilà. Merci de m'avoir écouté.